Tu veux tout savoir sur le Distressor? Sois pas stressé, on va en parler. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald et je te souhaite la bienvenue et dans l'Académie et dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de ce plugin que j'utilise tout le temps, enfin ce compresseur à la base qui existe en hardware mais aussi en plugin, qui est le Distressor. Un petit tour d'un classique, ça fait pas de mal une fois de temps en temps. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, ce qu'on peut trouver dedans, comment toi tu peux t'en servir et un peu comment moi je l'utilise, de quelques exemples concrets à la fin de la vidéo. Si tu es intéressé par tous les sujets du son et par ce qu'on explique, que tu es nouveau venu, bienvenue déjà, et si tu peux t'abonner à la chaîne, ça c'est très cool parce que ça nous aide. Si tu peux liker la vidéo, que tu sois nouveau ou ancien, ça c'est affaire d'office parce que ça nous aide vraiment. Et si tu veux t'aider toi vraiment, tu vas sur notre site l'academiedugrosson.com/bonus. Là tu peux rentrer ton email et recevoir automatiquement des bonus qui sont vraiment trop cool. Il y a un guide d'achat pour ton home studio si tu es plutôt débutant et que tu veux savoir quoi acheter ensuite. On a fait une petite sélection des bons plans pour toi, faire évoluer ton studio. On a un tableau des fréquences qui est super pratique en mix pour voir par instrument quelles sont les fréquences à enlever, à mettre, et avec des mots, on a mis des mots dessus pour t'aider à trouver facilement le bon endroit. Et le dernier qui est non des moindres et le plus cool, c'est toute une liste de plugins gratuits faits par des fabricants de plugins qui ont toute une série de goodies et de plugins que tu peux trouver pour mettre dans ton DAW. Alors il n'y a pas de Distressor dedans, en tout cas pas encore, mais tu vas trouver quand même plein de compresseurs qui vont te permettre de mixer. Alors rentrons un petit peu dans la machine. Alors personnellement le Distressor c'est quelque chose que j'utilise énormément. Moi j'utilise la version plugin de chez Slate Digital qui ressemble à ceci à l'écran, donc voilà, Distressor un peu plus classique. J'ai pas eu la chance d'essayer plein de plugins différents, il y en a pas mal qui sont vraiment cool, donc je dis pas que celui-là c'est le meilleur, c'est pas le but de cette vidéo. C'est plus de parler de façon générale comment ça fonctionne et comment s'en servir. Pour la petite part historique, ce qui est cool quand on pense Distressor, c'est qu'on pense un petit peu, on dit toujours, le mot qui revient toujours, c'est couteau suisse. Pourquoi? Parce qu'il est apparu au milieu des années 90 pour les Belges, 95 pour les Français, dans une période où on était un peu en transition. Le côté analogique à ce moment-là sonnait un petit peu old school, un peu ancien. Le côté digital apparaissait mais n'avait pas encore ce son actuel qui permettait de bien bosser, et donc le but du Distressor à l'époque c'était essayer de joindre le meilleur des deux mondes, d'avoir cette espèce de contrôle digital, accès à plein de paramètres et en même temps émuler le son des grands classiques qu'on aime bien. Typiquement quand on pense Distressor, on essaie d'avoir des sons type 1176 ou LA2A, ça sonne pas pareil parce qu'évidemment c'est différent à l'intérieur, il n'y a pas tout ce côté lampe et tout ça, mais il a été pensé de façon assez complexe pour pouvoir un peu faire tous ces cas de figure et retrouver un petit peu ce qu'on aime bien dans tous ces compresseurs un peu mythiques, mais avec cette possibilité de nouveau d'avoir accès à tous les paramètres et d'avoir un peu des fonctions sympas en plus. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, en fait ça ne te coûte rien du tout et nous on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on va commencer, je pense que le plus simple c'est de faire peut-être le tour du propriétaire si tu connais pas le Distressor ou que tu connais en tout cas pas très bien. Ce qu'on repère toujours dans un Distressor de prime abord, c'est ces 4 énormes boutons. Alors c'est très simple, il y a un niveau d'entrée ici, il y a un niveau de sortie de l'autre côté, ça c'est facile, le niveau d'entrée, plus on monte et plus on rentre du signal, on augmente le gain du signal qui rentre dans la machine, et la sortie c'est pour compenser cette entrée. Si on veut avoir quelque chose qui rentre en sortie, puis on va mettre du gain, plus ce niveau va aller fort, en sortie on a envie de contrôler, donc ce qu'on appelle le gain matching, pour que ça corresponde un petit peu en entrée en sortie, qu'on soit sur quelque chose qui reste constant. On veut pas donner du volume, on veut changer comment le son va bouger, être densifié ou contrôlé avec la compression. Entre les deux, on a un bouton d'attaque et de release. Si tu sais pas ce que c'est, on a une vidéo sur la compression, tu peux aller voir, mais en gros l'attaque c'est la vitesse à laquelle la compression va agir à partir du moment où elle dépasse le seuil, et le release c'est à combien de temps elle va mettre pour se revenir à son signal normal une fois qu'elle est descendue sous le seuil. En parlant de seuil, on voit justement sur ce bouton il est où le seuil. C'est un peu une des spécificités du Distressor, c'est qu'il n'y a pas de seuil. En quelque sorte le seuil est
à un endroit fixe, et plus on va vouloir que le signal rentre ou dépasse ce seuil, plus il va falloir monter en réalité le bouton input. Donc le concept, c'est plus je monte l'input, plus ça va compresser. Là où sur certains compresseurs, on a un niveau de seuil qui veut dire que plus on descend le seuil, plus ça va compresser, ici, ça se joue avec l'entrée et la sortie. Ça, c'est pour ces 4 gros jolis boutons qui sont là. Ce qu'on a ici ensuite, l'autre partie intéressante, c'est les différents ratios, les différents taux de compression qui sont des valeurs fixes ici. Alors, si je fais le tour rapide, ce qui est important de savoir dans le distresseur, c'est que c'est le but, comme j'expliquais, c'était d'émuler toute une série de choses et d'offrir toutes des fonctions, un peu le côté couteau suisse. Quand on y pense en fonction des rapports, il y a le 1 sur 1, c'est-à-dire qu'il ne compresse pas. Il y a un compresseur qui ne compresse pas, ça sert à rien. Mais dans le côté distresseur, il y a le 10 pour distorsion qui permet en fait de créer cette saturation un peu naturelle qu'on avait dans la pièce hardware pour redonner un peu ce côté justement un peu vintage des anciennes machines. Et donc, la fonction 1 pour 1 fait qu'il n'y a pas de compression, mais on passe quand même par tous les étages qui permettent de saturer, on va en parler un peu après, dans le signal. Et donc, on peut s'en servir juste pour donner de la couleur et faire saturer légèrement le son. C'est déjà une fonction cool. Après, on a les rapports de 2 sur 1, 3 sur 1, 4 sur 1 et 6 sur 1 qui sont un petit peu dans le même concept. La différence, c'est que plus on monte, évidemment, plus le taux de compression, une fois qu'on aura passé le seuil, plus la compression sera forte. Il faut noter aussi que plus on monte, et en fait, plus le knee, donc le genou en français, plus on monte et plus on va passer de quelque chose qui s'apparente à du soft knee, donc un knee plutôt soft, plutôt arrondi, à quelque chose qui est plus du hard knee, en français aussi, c'est-à-dire que la courbe va être un petit peu plus drastique. De nouveau, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est bon à noter, ça veut dire que 1 pour 1, il se passe rien, 2, 3, 4, 6 pour 1, on est sur une compression classique, mais en plus le knee change un petit peu au fur et à mesure, c'est important à noter, surtout que sur 2 et sur 3, on est sur quelque chose de plus soft, qui se veut plus transparente et plutôt légère. À partir de 4 et 6, on commence à rentrer dedans, et le knee fait que on va avoir quelque chose d'un petit peu plus agressif, à avoir en tête quand on utilise le distresseur. C'est pas simplement changer le taux de compression, ça change aussi la courbe du compresseur, le fonctionnement du compresseur. La fonction 10 pour 1 dans le distresseur s'apparente plus à un fonctionnement en interne, parce que tout ça change dans la version hardware, change en interne par toute une série d'électroniques différentes, en fait, qui fait que c'est un peu comme si on avait différents compresseurs en un. Ici, le but, c'est de créer un fonctionnement un peu comme un compresseur opto, dit opto. Si vous savez pas ce que c'est, on a une vidéo qui explique les différents types de compresseurs. Et ici, dans le cas du distresseur, on voulait s'approcher un petit peu d'un fonctionnement d'un LA2A. Aussi, André a fait une magnifique vidéo un peu comme celle-ci, mais typiquement sur le LA2A. Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne un LA2A, le lien est dans la description. Et donc, en opto, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le but d'avoir ce fonctionnement LA2A qui est un petit peu plus musical, un peu plus naturel, on dirait d'une certaine façon. Et après, les fonctions suivantes, là, c'est les plus drastiques. Là, on est sur du hard knee. Le 20 pour 1, c'est déjà quelque chose d'assez fort. Et le nuke, c'est un peu la fonction en limiteur, en fait. Donc là, c'est vraiment comme un brick wall. On dirait qu'il n'y a plus rien qui passe. Et on est vraiment sur du à fond les ballons. Ça, c'est pour le côté ratio. Si je vais dans les parties ici, ça c'est les parties qui sont très intéressantes aussi dans le distresseur. Il y a 2 séries de 3 boutons qui ont des fonctions complètement différentes. Là, on va dire, il y a deux filtres coupe-bas, ils ne font pas du tout la même chose. La partie ici à gauche sur ce plugin-là, est uniquement associé à la détection. En gros, si j'enclenche un des boutons ici, ça va changer comment le compresseur va percevoir le signal qui rentre dans son détecteur. Si j'enclenche le coupe-bas, le signal qui rentre dans le détecteur de ma compression va être moins influencé par les graves. Si par exemple on a une grosse caisse qui a énormément d'énergie dans les basses, dès que on va compresser, toute cette énergie va faire très fort pomper la grosse caisse, et en tout cas la compression appliquée par le distresseur sur la grosse caisse, et ça on n'a peut-être pas envie que toute cette énergie grave soit un petit peu le seul maître, le seul lead de cette compression. Donc en enclenchant ceci, on n'enlève pas de grave au son qui sort du distresseur, mais uniquement à la partie qui va vers le détecteur. C'est-à-dire on lui dit au distresseur, ok tu compresses, mais regarde-moi les graves parce qu'ils sont un peu violents, et travaille plutôt sur l'ensemble du son sans être influencé par toute cette énergie basse, puisque comme on le sait, c'est souvent dans les fréquences graves qu'il y a le plus d'énergie. Ça c'est pour ce bouton-là. Ce bouton-ci crée une petite cloche dans les médiums,
médium. Alors, je suis pas le geek ultime, moi je suis plutôt un utilisateur des outils, donc je ne sais pas exactement à quelle fréquence exactement, mais ce que je sais, c'est que l'idée, c'est que ça se focalise plus sur des médiums et que ça vienne enlever tout ce qui peut être gênant et un peu agressif dans ces fréquences-là. Par exemple, des voix qui seraient un petit peu trop prenantes dans les médiums ou trop agressives, il va se focaliser un tout petit peu plus sur ces fréquences-là. Si vous avez un doute sur le besoin ou pas, il suffit de l'enclencher. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est trop agressif et vous voulez un peu l'adoucir pour faire plus de place à d'autres choses dans le mix, vous enclenchez, vous voyez si ça fonctionne ou pas. Le dernier point, tout ça c'est la fonction Link, c'est-à-dire que vous appuyez, il n'y a pas un personnage de Zelda qui va apparaître, ça n'a rien à voir. Pour quelqu'un qui n'est pas très geek, les références jeux vidéo, peut-être que ça fait un peu geek en fait quand même. Mais en gros, ça c'est quand on travaille forcément en stéréo. Si on a un signal stéréo qui rentre, le distresseur de base sans enclencher ce bouton va tenir compte de la gauche et de la droite. Un peu comme si on avait deux distresseurs, parce qu'en fait dans la vraie vie, la version hardware, si on veut travailler sur un son stéréo, il faut prendre deux distresseurs. Donc comme c'est deux distresseurs, lui il voit un côté gauche, un côté droite. Mais il a une fonction link, qu'on s'est linké à l'arrière de l'appareil, la version hardware, qui fait qu'il va prendre le gauche, la droite, faire la somme des deux, et il va appliquer la même compression, la même détection de compression au gauche et à droite. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de trucs un peu bizarres gauche-droite, ça va faire ça sur l'ensemble. Ça c'est quand même important à savoir, parce que si vous utilisez le distresseur sur une source stéréo, vous avez peut-être pas envie que ça commence à faire des mouvements un peu bizarroïdes. Ça il faut l'enclencher, parce que sinon il va y avoir un compresseur à gauche, un compresseur à droite. Ça c'est pour la partie détection qui est ici à gauche. Si on regarde la partie à droite, ça c'est ce que lui va appliquer sur le son audio. Donc ça va être audible à la sortie de notre distresseur. De nouveau, on a un coupe-bas, donc qui permet tout simplement d'enlever des graves à la sortie. On a un bouton dist 2. Là, en fait, dist 2 et dist 3, en réalité, ça induit de la distorsion dans le son. Une distorsion plutôt à type analogique dû aux composants électroniques. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est tout l'intérêt si on est en 1 pour 1, c'est d'utiliser par exemple la saturation que peut utiliser la disto 1, disto 2 ou disto 3. Sinon ça n'a pas de sens d'enclencher 1 pour 1 et de ne pas faire saturer le son. Enfin, c'est comme si vous aviez mis un plugin juste pour faire joli. Enfin, ça vous regarde. Hein. Mais en gros, la disto 2 induit plutôt des harmoniques dites paires, donc quelque chose qui est plus naturel et plus chaud. C'est un peu les mots qu'on met d'habitude sur ce genre de choses. Et la disto 3 induit tout ce qui est harmonique impair, donc quelque chose de plus audible et de plus agressif, un peu plus froid dans le son. Donc ça permet, le distresseur, en plus de compresser et de faire tout ce que permet un compresseur habituel, peut encore aussi donner une couleur un peu plus au son. De nouveau, dans cet esprit de retrouver un peu ce que faisaient ces vieilles machines analogiques. Comme les boutons vont de 0 à 10, souvent 5 c'est un point de départ qui est souvent conseillé pour démarrer, puisqu'on n'a pas vraiment de repères et de seuil de compression. C'est souvent par défaut comme ça que vous allez avoir les plugins. Sauf ici, je viens de me rendre compte qu'en mettant les trucs à 0, si je bouge tous les boutons et que je remets les réglages de base, bim, là il me le met sur 5, sur 5, sur 5, et là il me le met sur 6,5. Ça c'est pas bien, monsieur Slate, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que dès qu'on met le distresseur sans rien avoir réglé, il travaille un peu, mais il va plus fort, et ça va plus fort, on a l'impression que ça sonne mieux. Bien joué, mais nous, à l'Académie du Gros Son, comme on le sait, il ne faut jamais se laisser influencer par le niveau sonore. D'ailleurs, on devrait presque faire une vidéo sur le sujet. Donc, c'est toujours bien de comparer ce qui rentre et ce qui sort à un niveau sonore perçu équivalent, parce que sinon, plus fort, on a toujours l'impression que ça va mieux. En tout cas, on se fait vite avoir. Alors, le distresseur, concrètement, moi, je l'utilise énormément sur les batteries, en général. Moi, j'aime bien ça. Ce qui est chouette dans un distresseur par rapport à la 3A que moi, j'utilise beaucoup, c'est qu'on a beaucoup plus de possibilité de réglage de paramètres. En fait, on a accès à l'attaque et au release, ce qui n'est pas toujours le cas sur beaucoup de compresseurs de type un peu hardware analogique, évidemment qu'on trouve sur des compresseurs digitaux, mais qui sont peut-être un peu moins colorés que le distresseur. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez le distresseur, c'est avoir cette possibilité d'avoir ces réglages de paramètres, et en plus d'avoir quand même ce son qui est un petit peu plus on va dire coloré, mais c'est toujours compliqué de dire qu'un son est coloré, c'est-à-dire qu'il est en tout cas moins neutre dans la façon dont il agit sur le son et ce qu'on entend dans le son en sortie. Donc j'aime beaucoup, moi perso, sur des basses batteries. Enfin sur batterie, j'aime bien, en particulier sur grosse caisse claire. J'utilise aussi beaucoup en compression parallèle. Souvent c'est celui que je préfère en compression parallèle. C'est quasi, je pense maintenant ces dernières années, même le seul que j'utilise quand je vais mettre une compression parallèle. J'en mets souvent sur la batterie, sur la basse, sur la voix, c'est souvent lui qui sert. Sur la basse, j'aime beaucoup le distresseur aussi. C'est mes goûts personnels, hein, je partage, c'est juste
voilà, après vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Et je l'utilise parfois sur les voix. Sur les voix, c'est peut-être, je le trouve parfois un peu plus drastique, et il a un peu la couleur du distressor. Ça marche pas, je trouve, pas toujours sur toutes les voix. Parfois c'est audible, et ça peut rendre une voix un peu trop agressif dans certains cas, en tout cas pour moi. Petite démonstration de comment ça sonne pour ceux qui aiment bien entendre les choses. Ici, alors j'ai un morceau qu'on n'a plus utilisé depuis une éternité, je vais le remettre à la mode. C'est le vieux morceau qu'on avait utilisé pour faire toutes nos premières vidéos AGS. Ça c'est la version avec rien dessus, enfin par le distressor que je viens de mettre, voilà, que je bypass. En gros, vite fait, hein, pour vous faire écouter, ça sonne comme ceci. Là, ça sonne brut. C'est surtout, ce qui m'intéressait surtout dans cet exemple, c'est qu'on a une batterie acoustique enregistrée avec 4 micros, quelque chose d'assez basique. Il y a le lien de la vidéo est en description. C'est une vieille vidéo, donc voilà, ça a un peu évolué depuis. Mais si ça vous intéresse de voir comment enregistrer une batterie avec 4 micros, le lien est dans la description. Et je vais tester ça un peu sur la caisse claire. Comment elle sonne, notre petite caisse claire ici? Ok, de base, c'est cool. Ça faisait longtemps que je l'avais plus écouté. Comme c'est fait à 4 micros, forcément il y a juste un micro sur le top. C'est sympa, mais bon, elle est un peu poum. On pourrait avoir un truc un peu plus péchu. C'est quand même, il y a un truc un peu rock, il y a des guitares disto. Le distressor, ça peut être très bien. Donc, je vais prendre celui que j'avais mis tout à l'heure, hop, régler à 0, et on va le mettre dessus, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, les réglages de base, là, ça rentre quand même fort. Ce que j'aime bien faire, ou ce qui peut fonctionner si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser une compression. Dans un premier temps, je rentre assez fort dedans. Donc là, on sent que ça pompe, ce qui va me permettre, en entendant fort la compression, on l'a déjà expliqué dans la vidéo, entendre la compression, ça c'est une vidéo que je vous recommande parce qu'elle est très instructive pour beaucoup de gens, les gens la kiffent bien, donc si vous avez du mal, parce que la compression c'est un truc ultra compliqué à comprendre et entendre la compression, on a une vidéo là-dessus que je trouve qu'on a pas trop mal traité le sujet. Le lien dans la description, mais en gros, ce que je fais ici, qui est un peu expliqué dans la vidéo, c'est que je rentre assez fort dedans, donc évidemment, ça pompe fort, c'est moche, mais du coup, ça me permet d'écouter vraiment ce que peut faire l'attaque et le release sur ce son. Donc je vais un peu régler, faire ma petite cuisine, et puis après, je vous expliquerai ce que j'ai fait. Ok, alors donc je rentrais dedans, j'ai changé le temps d'attaque pour avoir un endroit, un moment où j'aimais bien le début du son. Quand j'allais trop bas, on perdait un peu le côté punch. J'ai surmonté jusqu'au moment où j'ai entendu l'attaque du son et j'avais un truc un peu plus claquant sur la caisse claire. Au début, j'avais mis un temps de release un peu rapide parce que je voulais essayer de récupérer tout le corps derrière. Ensuite, j'ai chipoté avec les taux de compression. J'ai trouvé que j'étais parti sur 4+1, j'ai trouvé que 3 sur 1 était un petit peu plus naturel. J'ai testé les deux distos, la disto 2 harmonique donnait un truc plus chaud et plus remplissait un petit peu le son de caisse claire. L'autre, je trouvais, ça la rendait un peu plus fine par endroits, un peu agressive. Et elle est déjà bien frappée, donc j'avais pas envie d'avoir trop de comme ça, et ça la creusait un peu. C'est plus subtil, c'est léger, mais ça amène quand même quelque chose, donc je suis revenu à la disto 2. Ensuite, j'ai continué à régler, et je suis repassé en 4 pour 1, parce qu'en 3 pour 1, pour finir, je trouvais que c'était plus naturel, mais ça laissait je perdais un tout petit peu le contrôle de la caisse claire, je trouvais qu'elle bougeait un peu trop. En repassant sur 4 pour 1, j'ai réadapté mon temps d'attaque, de release et comment je rentrais dans le compresseur pour avoir vraiment ce côté snap, mais que ça remonte quand même pas trop vite derrière, parce que ça créait un mouvement que j'aimais pas trop. Je voulais qu'elle fasse pack, pack, et je voulais pas qu'elle fasse pack, pack.
Je voulais pas avoir trop ce truc derrière, donc j'ai laissé un temps de release plus lent pour qu'elle remonte pas, que le son derrière ne remonte pas trop vite. Parce que ça n'apportait pas tellement plus de corps, je trouve que ça amenait un peu moins de précision à la caisse claire et un peu moins d'attaque. Maintenant, si on écoute avant-après, moi, ma sensation, c'est que, après, j'ai réglé le niveau de sortie aussi pour que ce soit équivalent, qu'on soit pas influencé par le volume. Écoutons un peu avant-après, maintenant, ce que ça donne. Donc, je vais commencer sans et le remettre dedans. Ok. Moi, ce que j'entends sans, c'est qu'on a une caisse claire qui est un peu moins précise, un peu moins contrôlée. Il y a à côté une résonance un peu pack comme ça, enfin pank, ça serait un peu harmonique, mais côté un peu pack comme ça qui manque de contrôle. Surtout quand il fait le roulement papa, où là il y a des coups plus rapprochés. Ici, quand on l'enclenche, bon, on sent que ça compresse un peu, ça pompe un peu. On pourrait éventuellement attaquer un tout petit peu moins vite. Mais du coup, il y a beaucoup plus de contrôle la caisse claire et elle récupère pour moi un peu de snap, de claquant. Et elle est un peu plus constante dans la frappe. On réécoute ça encore une dernière fois. Voilà, j'ai un petit peu réglé, voilà, attaque release pour faire quelque chose que j'aime bien. De nouveau, c'est question de goût, mais c'est ça qui est chouette avec le distressor, c'est de voir un petit peu qu'on a un peu vraiment beaucoup plus de contrôle, et c'est pour ça que j'aime bien sur les grosses caisses et les caisses claires qui nécessitent, en tout cas acoustiques, parce qu'elles nécessitent beaucoup de contrôle et de traitement pour arriver à sonner de façon plus massive. Voilà, bah, on a fait le tour du distressor, donc si c'est quelque chose que tu connaissais pas, bah, tu sais comment ça fonctionne. Si tu savais pas à quoi ça pouvait servir, j'espère que ça t'a donné une bonne indication, et puis tu vois un petit peu comment ça peut sonner. Vu que c'est quelque chose qui est difficile d'avoir, enfin qui n'existe pas en gratuit, et que tu hésitais, ben, je te conseille d'aller tester, mais comme ça maintenant tu as déjà un espèce de petit tuto sur par où débuter. J'espère que ça va t'aider un petit peu à choisir du matériel, en tout cas à te distresser si tu dois choisir un nouveau compresseur. Pour le reste, ben, on travaille le matos, on apprend à utiliser Distressor si ça te convient, et puis après avec tout ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait de la musique.